Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite capsule sur l'introduction à la modélisation déterministe. Donc, on va faire la théorie. Donc, qu'est-ce qu'un modèle, premièrement? Bon, il existe des modèles de premier ordre, qu'on dit des modèles consensuels. C'est vraiment comme une façon de représenter comme les lois de la nature. Puis c'est vraiment des modèles qui sont acceptés par la communauté scientifique. Donc ensuite, on a des modèles de deuxième ordre. C'est un peu plus ces modèles-là qu'on joue avec dans notre discipline à nous, dans notre day-to-day. C'est des modèles qui sont explicatifs et prédictifs. Puis c'est une représentation simplifiée d'un phénomène, d'un processus ou d'un système. Donc on peut se demander si c'est qu'une représentation simplifiée, donc ça peut être beaucoup de choses. Donc ça peut être une maquette, donc juste une maquette 3D là, physique, qu'on va appeler en fait un modèle physique. Donc c'est une représentation d'un phénomène ou d'un système. Un DEM, un modèle d'élévation numérique, c'est également c'est un modèle physique, mais qui est ancré dans une réalité numérique, mais qui représente en fait une réalité physique. Puis ici, on a notre modèle mathématique, donc y est égal à ax plus b. Donc on a un phénomène ou un processus qui est exprimé sous l'ordre de deux variables. Donc ces variables-là sont liées. Donc quand l'une va augmenter d'une telle façon, l'autre va augmenter. Donc ça, c'est un modèle mathématique très simple. Euh, Puis on va voir en fait comme nous, on va s'attarder un peu au modèle mathématique. Il y a deux grandes familles. Donc c'est un modèle formé par des expressions mathématiques destiné à simuler un processus. Ça quantifie l'interaction entre les variables ou le comportement d'un système. Donc on peut se poser la question, est-ce que vous avez construit des modèles dans votre TP3, TP4? Oui. Donc, surtout dans le TP3, en fait, ce que vous avez construit un modèle spatial statistique prédictif. Donc vous avez prédit dans l'espace une variable en fonction d'autres variables à l'aide de modèles statistiques. Puis dans le TP4, vous avez construit des modèles temporels statistiques prédictifs. Puis là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de prédire le régime thermique à l'aide d'une équation en fonction des variables météorologiques. Donc, la modélisation, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en équation d'un phénomène complexe permettant d'en prévoir euh, les évolutions. Puis la simulation, en fait, c'est un peu l'utilisation de cette modélisation-là. C'est la représentation du comportement de systèmes physiques en simulant par des signaux appropriés les grandeurs réelles. Donc on va mettre en fait des valeurs, des inputs dans ce modèle-là, puis on va simuler, puis on va en faisant varier les inputs ou les paramètres, on va pouvoir avoir une meilleure idée en fait du comportement de notre système qu'on essaie de modéliser. Donc l'utilisation du modèle pour représenter le processus ou le comportement d'un système sous différents paramètres ou inputs. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est l'approche probabiliste qui vise à estimer une probabilité plutôt qu'une valeur de manière générale. Donc, dans le TP3, on a choisi l'approche probabiliste pour représenter notre variation de température surface dans l'espace. Puis cette approche elle est basée sur des lois des distributions de probabilité pour la mise en équation, la modélisation du modèle. Donc on veut construire en fait ces lois de probabilité-là à partir de données. Ensuite, on va faire la mise en équation. Donc on va trouver en fait, là on avait utilisé un modèle de régression linéaire, donc on va trouver en fait les équations de régression linéaire qui fit en fait les lois de probabilité qu'on a trouvées, donc qui fit nos données. Donc on a besoin de beaucoup de données pour construire la distribution, pour construire notre modèle. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a aucune connaissance a priori nécessaire. Donc on peut n'avoir aucune idée de processus qu'on veut modéliser, exemple température de surface. On ramasse des données de température de surface, on ramasse des variables exploratoires, on a un doute que ça pourrait, mais on peut construire notre modèle à partir de données. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet l'insertion de l'incertitude, d'une représentativité ou d'une significativité sur la valeur estimée par notre modèle. Donc, on a un peu, en fait, on est capable de mesurer d'une certaine façon la représentativité de notre modèle. Parce qu'on a un R carré, par exemple, de 0.1 ou 0.9. Donc, ce qui est
assez avantageux en fait dans cette approche. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'approche déterministe. Donc, cette approche, elle nous permet d'estimer une valeur, tout simplement. On n'a aucune probabilité ou incertitude liée à ça. Permet pas d'obtenir de l'information sur l'incertitude, donc je viens de le dire, et c'est basé sur des équations, des lois constitutives, des lois physiques ou des lois empiriques. Puis pour obtenir ces équations-là, on a besoin de beaucoup de connaissances a priori de notre phénomène. Souvent, on va utiliser l'approche probabiliste avant pour récolter des données, trouver des interprétations, des causes à effet, pour comprendre le processus, puis après, on va pouvoir être capable de mettre des lois constitutives. Ce qui est la base, en fait, de l'approche déterministe. Puis on a besoin également de données en intrant ou pour la validation, mais ça demeure optionnel. Dans le fond, oui, on va avoir besoin de données en intrant, mais est-ce qu'on peut simuler ces données-là, par exemple? On n'est pas obligé d'aller les récolter sous le terre. Donc, qu'est-ce qu'une loi constitutive? En fait, c'est une représentation mathématique de la réponse d'une variable à la sollicitation d'un autre. Donc, par exemple, dans l'approche, ça pourrait être y est égal à ax plus b. Mais souvent, on va prendre des lois en fait constitutives en fait qui ont été prouvées par la science pour décrire un phénomène. Exemple, la loi de Fourier qui est une loi constitutive qui va exprimer le transfert de chaleur. Donc Q en fait c'est le flux de chaleur par conduction va être égal à K, le coefficient de conduction thermique d'un matériel X, sur la variation, donc la dérivée de la température sur la dérivée spatiale. Donc ce que ça montre ici en fait c'est ici la variation de température dans l'espace fois un coefficient de conductivité nous donne le flux de chaleur par conduction. Donc c'est des lois comme ça qui ont été prouvées que nous on va utiliser qui vont être la base en fait de notre modélisation déterministe avec des lois constitutives. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en fait, on va prendre une équation de conservation, une équation de bilan. Puis les quantités physiques qui vont être considérées vont être conservées dans le domaine spatial ou dans le domaine temporel durant l'intervalle de temps considéré. Donc, l'énergie ou la masse ou les choses qui vont rentrer dans notre système, ils vont être conservés tout le long. Où on va, dans notre système, donc on va considérer les entrants, les sorties, la quantité qui est produite par le système, puis la quantité qui est consommée ou stockée par le système. Donc ici, on a une représentation qui est aucunement variable, qui n'est pas en fonction du temps ni de l'espace. Donc c'est une représentation qui est très statique. Puis ensuite, ce qu'on va rajouter, en fait, on va rajouter la dimension spatiale et temporelle à ce bilan-là. Mais ce qui est plus facile au début de conceptualiser, c'est de vraiment partir d'un bilan très simple avec aucune dimension spatiale. Puis ensuite, on va faire évoluer les quantités physiques dans le temps. Donc, exemple, ce qu'on va faire, c'est, étant donné que les quantités physiques sont considérées dans le domaine spatial durant un intervalle de temps donné, donc si on fait l'intégrale, donc on va tout mettre ces quantités-là en fonction du temps, on va faire l'intégrale de tout ça, ça va nous donner en fait la variation. Puis si ensuite on dérive ça, on se retrouve avec une équation différentielle. Donc, le changement en fonction du temps va être égal à les quantités en fonction du temps. Donc, on va avoir à chaque pas de temps, on peut dire ça comme ça, on va calculer en fait notre bilan, notre équation, notre bilan, en fait, notre variation. Donc, à chaque pas de temps, on va avoir la quantité d'énergie qui varie dans notre système en fonction de nos entrées, nos sorties, nos produits stockés et générés par notre système. Donc, ça va venir se balancer à chaque fois, à chaque pas de temps. Donc, à la minute 1, on va faire rentrer de l'énergie. Ben, à la minute 2, il va y avoir de l'énergie qui va sortir, il va y avoir de l'énergie qui va être stockée, puis l'énergie qui va être produite au pas de temps suivant parce qu'on a de l'énergie qui est rentrée à zéro. Donc, une fois qu'on a cette équation-là différentielle, on a de l'énergie qui est sortie en fonction du temps. Donc là, ce qu'on va venir rentrer, c'est qu'on va prendre cette équation différentielle-là, puis on va rentrer en fait des lois constitutives dans cette équation-là pour venir la fermer. C'est ce qu'on dit. Donc on a notre exemple, on veut modéliser le profil de température entre deux murs.
notre champ de température va être égal à l'énergie entrant, générée, va être égal à la sortie et à ce qui est stocké. Donc ici, on a notre bilan d'énergie. Ce qu'on va venir faire, en fait, dans notre bilan d'énergie ici, on va venir rentrer, en fait, des lois constitutives qui sont appropriées à chaque flux. Donc ici, on va avoir notre flux de conduction, notre flux généré, notre flux stocké, puis notre flux sortant, en fait, à x plus dx. Donc, à l'autre côté du mur. Donc là, on vient fermer, en fait, notre modélisation. Donc là, on est parti d'une équation de bilan de conservation. On l'a mis en fonction du temps ou de l'espace. Et après ça, on a fermé, on a dérivé. Alors, on est arrivé avec une équation différentielle, puis on l'a fermé avec des lois constitutives. Donc là, on se ramasse avec une équation différentielle avec des lois constitutives qui représentent notre système dans le temps et dans l'espace. Donc, une fois qu'on se ramasse avec toute cette grosse équation différentielle-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la résoudre. Donc, il existe deux méthodes. La première, c'est la résolution analytique. Mais par contre, c'est assez difficile. Ça prend des bonnes connaissances en mathématiques ou en physique. Puis, ce qu'on va faire, on va partir de notre équation différentielle, puis on va s'en aller vers une solution algébrique. On va avoir, par exemple, notre température en fonction du temps. Puis, on aura juste à fournir un peu de données puis, en fonction du temps, puis on va avoir l'évolution de la température. Par contre, passer d'une équation différentielle à une solution algébrique, c'est assez difficile, puis parfois c'est même impossible. On va le voir pourquoi. Donc, ce qu'on va utiliser, une approximation numérique, donc des méthodes d'approximation numérique pour résoudre notre équation différentielle. Donc, c'est des méthodes comme les différences finies, les volumes finis, les éléments finis. Il en existe plusieurs autres. Souvent, ça va être des adaptations ou des mix en fait entre des méthodes de Larienne, de Lagrangienne ou des méthodes particules avec des méthodes en grid. Puis, en fait, pourquoi on ne peut pas résoudre ces systèmes-là analytiques? Mais la plupart du temps, c'est qu'on a des non-linéarités dans notre système. Puis, ce qui rend la modélisation très complexe. Puis, souvent, on peut pas résoudre notre système. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser les méthodes numériques. Donc, la première raison, c'est que souvent, on a une non-linéarité géométrique. Par exemple, en modélisation mécanique, on va avoir des grandes déformations, des grandes rotations dans notre système. Puis ça va rendre notre système non linéaire. Puis, sinon, de la non-linéarité matérielle. Donc, la conductivité thermique en fonction de la température. C'est des variations qui sont non linéaires. Système multiphase, multiphysique. Donc, soit on peut faire des assumptions pour négliger notre linéarité narratiquement, mais ce qui est plus idéal, c'est d'aller vers l'approximation numérique. Donc, on va prendre ces systèmes d'équations-là, différentielles, partielles, pour... on va utiliser les méthodes numériques pour les approximer. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va discrétiser le domaine spatio-temporel. Donc, on va le segmenter en plusieurs petits morceaux dans l'espace et dans le temps. Ça, pour linéariser notre système d'équations. Puis, en fait, on va approximer chaque petit morceau selon différentes méthodes mathématiques pour avoir notre solution complète qui va être très très près de la réalité. Donc, la discrétisation du domaine de modélisation se nomme également le maillage, le numerical mesh ou grid. Donc, pourquoi on fait ça en fait, c'est que on se rend compte en fait que si on segmente tous nos petits morceaux, on va être capable d'approximer numériquement une dérivée ou un intégral qui est la sommation de plusieurs dérivées. Donc, qu'est-ce qu'une dérivée? La dérivée, c'est la pente en fait d'une fonction en tout point lorsque la variation de x est infiniment petit en fait. Donc, lorsqu'on calcule, c'est le taux de changement d'une fonction. Donc, lorsqu'on calcule une pente par exemple, on veut savoir en fait si la pente c'est le taux de changement d'une fonction. Donc, si on a une pente linéaire, on va prendre un point, la valeur du point moins la valeur de l'autre point, divisé par l'écart entre les deux.
Donc, c'est exemple, on a une fonction en fonction du temps ici. Donc, on va faire pour approximer la dérivée. On va prendre la température, exemple, à un point TI, plus la variation de T, donc exemple, je sais pas, 1 minute, moins la température à un temps TI, mettons un temps 1. Ici, on va diviser par l'écart de temps qu'on a dit qui était 1 minute. Ça va nous donner le taux de changement, une dérivée. Mais la dérivée, en fait, c'est lorsque l'écart de temps, l'écart de x, tend vers 0. Donc, quand l'écart est très très petit, c'est le taux de changement instantané d'une fonction. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, numériquement, c'est tendre vers 0 le plus possible pour que notre morceau, notre écart soit très très petit, puis l'approximation de notre dérivée soit le plus près de la réalité. Donc, pour qu'elle soit le plus précis possible, on veut que dx ou dt soit petit, donc l'écart en spatial ou en temporel. Donc, il faut minimiser dx, donc il doit tendre vers 0 dans le maillage pour avoir une meilleure estimation de la dérivée. Donc, si notre maillage est de 10 cm, on va prendre l'unité en mètres, car dx va tendre vers 0, donc 0,1. Puis, on se rend compte aussi que l'approximation est plus précise lorsque dx ou dt est au moins plus petit que 10 à la moins 2. Donc, idéalement, on veut être 0,01 de notre unité exemple en mètres. Donc, ici, j'ai un exemple. On a une fonction en vert. Puis, la dérivée exacte, en fait, donc c'est le taux de changement au point I, c'est la ligne verte. Donc, ça, c'est le rate of change. On voit, en fait, que c'est un changement qui est négatif, vers le bas, parce que notre fonction diminue. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux estimer, en fait, cette ligne verte-là. Donc, je vais prendre le delta t de 1. Donc, ce que je vais faire, je peux faire la dérivée forward, en fait, qui va être à instant i. Je vais prendre à instant i, puis à i plus 1. Donc, si je reviens ici vers ma formule, c'est quoi ma température à ti plus delta t? Donc, i plus 1. Donc, je suis ici. Moins ma température à instant i. Donc, je suis forward, parce que j'avance dans ma fonction. Donc, je vais faire le point ici, moins le point là, divisé par delta t. Puis ça va me donner en fait le taux de changement entre ces deux points-là. On voit qu'on est comme. On surestime en fait notre taux de changement. Donc on n'a pas la même pente. Donc si je fais une backward, donc je pars du temps i, mais je fais la même chose, mais je recule dans notre cas de notre temps. Donc si je vais faire ti moins delta t, divisé par delta t, je vais avoir ma dérivée backward. Puis là on voit que encore là, c'est pas la même pente. On a une pente qui est beaucoup plus stable, donc on a quasiment un rate of change qui est presque nul. Donc c'est pas exactement ce qu'on veut, c'est pas notre pente exacte. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais faire une dérivée centrale en fait. Donc la dérivée centrale, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais doubler mon delta t, puis je vais prendre en fait i plus 1 et i moins 1 divisé par 2 delta t. Puis ça nous donne une pente qui est relativement semblable à qui n'est pas exactement pareil, mais qui est presque semblable à notre dérivée exacte. Puis on se rend compte en fait que là j'ai pris i plus 1, mais si i serait beaucoup plus petit, j'aurais une approximation de dérivée centrale qui serait presque parfaite avec ma dérivée exacte. Donc on va prioriser ça dans quand on va coder en fait notre équation différentielle. Ben ici, on marque que si je connais mon delta t, je sais je suis à quel temps dans mon équation, ben, c'est quelque chose qui est facilement codable dans Python. Donc on va essayer de coder une dérivée centrale. Puis le seul moment qu'on va utiliser une forward et une backward, ça va être au début et à la fin de notre domaine spatial. Donc on va faire une forward au début, donc exemple à temps plus 1 ou à x1, puis on va faire une backward à la fin, parce qu'on n'a pas de données avant ou après. Donc on va faire des forward et backward à la fin et au début, puis il y a des centrales dans le milieu de toutes nos données. Donc si on vient un peu à un exemple, donc notre transfert de chaleur en une dimension, on va utiliser une méthode de différence finie pour modéliser le profil thermique sur une barre de métal de 60 cm. Donc je veux discrétiser le domaine de modélisation, donc ma barre de métal, et je vais faire un nœud de calcul au 10 cm
Ça fait un DX de 0.1 sur 60 cm. Donc, puis, comment bien discrétiser sans manquer de terre? Pourquoi j'ai choisi un 10 cm? Donc, ici, on a deux choses. On revient un peu à notre échelle en fait de processus. Donc là, ici, c'est plus notre échelle d'échantillonnage, c'est notre échelle de modèle. Puis, on veut être quand même plus bas que notre processus. Mais aussi, ce que là va venir en compte, c'est le temps de calcul en fait. Donc, si je mets un DX très 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 petit, parce que je veux que mon DX soit vraiment plus petit que mon processus, puis en plus, ma dérivée va être super bonne, je dis, parfait, je vais mettre un DX tout petit, ben rapidement, on va se rendre compte en fait que le temps de calcul, l'augmentation du temps de calcul est exponentielle. Donc, si je descends mon DX d'ordre de 10 à chaque fois, donc je rajoute un 0 derrière la virgule, une modélisation relativement simple pour faire planter un ordinateur. Donc, on a comme cette difficulté ou cette complexité en plus quand on fait de la modélisation déterministe. Donc, quand on choisit notre DX, il faut faire attention à notre temps de calcul, mais il faut faire aussi attention à ce que notre processus soit bien représenté. Donc, on revient à notre transfert de chaleur. Ce que là, on va utiliser, en fait, c'est discrétisé. On va utiliser la méthode des différences finies pour modéliser le profil thermique sur une barre de métal de 60 cm à chaque 10 cm. Donc, l'étape 2, passer de l'équation différentielle à l'équation différente ou discrète. L'étape 3, c'est ici, ça s'applique moins à nous, mais nous, on va utiliser les conditions initiales qu'on connaît. Si on ne connaissait pas, on peut résoudre les inconnus avec des systèmes d'équations linéaires. Bon. Donc ici, ce que je fais, c'est que mon équation différentielle, ben ici, j'en ai la coder en équation de différence. Donc, j'ai une équation différentielle de diffusité. Donc, la variation de température dans le temps va être égale à un taux de diffusité. Donc, ce taux de diffusité-là, c'est dépendant de matériel. Puis, en fait, c'est un peu une vitesse, en fait. C'est un mètre carré par seconde de transfert thermique dans un matériel. Donc, ici, en fait, puis ça, c'est fonction, en fait, de la dérivée de la température dans l'espace. Donc, la dérivée de température dans l'espace, ici, je la mets en équation de différence. Donc, en fait, ici, j'ai codé ma dérivée centrale. Donc, TI comparé à I-1, puis ici à I plus 1 comparé à T, avec une dérivée, ici, c'est une dérivée à la 2, parce que ça fait partie de mon équation différentielle, donc c'est des dérivées partielles qu'on appelle. Donc, je vais calculer en fait mon taux de température, mon changement de température dans le temps en fonction de ma dérivée centrale sur mon profil de température. Donc ici, à tous les instants. Donc, mettons, à T0, je vais initialiser toutes mes températures, T0, T1, T2, je vais tout mettre 21. Parce que c'est moi qui décide de connaître, en fait, d'initialiser ma barre de température. Si on ne la connaissait pas, il aurait fallu résoudre nos systèmes d'équations. C'est pas les mêmes conditions initiales. Donc, c'est quand même une grosse assumption là, de dire que notre barre de métal est à 21 degrés. Dans notre cas, c'est relativement. Ça fait du sens si on dit que notre barre de métal est à température ambiante. De bonnes chances qu'elle soit équilibrée avec la température de l'air, exemple d'une salle. Donc, à instant T, je vais faire. Bon, à T0, je vais faire ma dérivée forward. Ben, dérivée centrale, mais je vais commencer à T1, je vais revenir à T0. Donc à T1, je vais appliquer en fait ma dérivée centrale, je vais faire la même chose pour T0. Donc à T1, je vais faire, ok, c'est quoi la variation de température entre T1 et T0 divisé par dx à la 2, puis c'est quoi la différence entre T1 moins T2 divisé par dx à la 2, fois la diffusivité. Puis ça, en fait, ça va me donner mon changement de température dans le temps pour ces nodes-là. Puis je vais faire pour T2, T3, T4, T5. Donc je vais avoir un array, en fait, de T0 à T6, qui est ma variation de température en fonction du temps pour ce profil-là, à T0.
Puis là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser la Forward Earler Method. Donc, je vais calculer le taux de changement à instant T et je vais le propager au temps suivant. Donc, ici, ce que ça nous dit, en fait, c'est que, OK, c'est quoi mon profil de température à instant T? Donc, exemple, à T0, on dit que toute ma température est à 21. Donc, ici, c'est un array de 6 données de température à 21. Puis ici, je vais additionner mon changement de température. Je vais le faire fois delta T pour le pondérer dans le temps. Puis je vais l'additionner à ça. Donc, je vais dire, OK, c'est quoi tes températures à T0? Là, moi, je calcule un changement de température, T1, à T0 aussi. Puis je vais rajouter ce changement-là à mes températures initiales. Ça va me donner mon champ de température à T plus delta T, donc au deuxième pas de temps. Donc, exemple, à T1. Donc, ma température à T1 va être égale à ma température à T0 plus mon taux de changement que j'ai calculé sur ma barre de métal. Puis, exemple, ici, je veux chauffer ma température à ma barre de métal à 100 degrés. Puis, je veux modéliser le transfert de chaleur dans le temps et dans l'espace sur ma barre de métal. Donc, toutes mes températures sont à 21, donc à T0. Puis, à T1, je dis, OK, là maintenant, calcule-moi la dérivée centrale à T0, mais je vais calculer ma dérivée centrale, donc à I-1. I-1, ça va être 100 en fait. Je vais tout le temps garder 100. C'est comme ma température de surface. Donc lui, il va calculer un taux de changement à T0. Donc il va calculer T0 moins 100, T0 moins 1. Puis là, il va faire, OK, ben là, vu que si c'est 100 fois la diffusivité, ben là, il calcule un gros changement ici. Ici, il calcule pas de changement. Puis là, à T1, la température de T0, quand je vais faire 21 plus mon taux de changement qui est assez intense, vu que je suis à 100, ben là, à T1, à temps 1, T0 sera plus 21, peut-être ça va être 35. Puis là, vu que ici ça va augmenter, ben là, cette chaleur-là va se transférer, va être diffus dans la barre de métal en fonction de notre équation. Puis à mesure qu'on va rouler dans le temps et dans l'espace, ben on va se rendre compte que notre barre de métal va se réchauffer en fait. Donc, ce qui est vraiment important avant de commencer, c'est d'établir les conditions limites initiales. Donc, comme j'ai dit, en fait, il faut... Si on ne dit pas que la barre de métal est à 21 et que notre T0, notre T surface est à 100 degrés, ben, on n'aura aucune chaleur qui va arriver dans la barre de métal. Notre élément essentiel, c'est qu'on dit que ben, y a de la chaleur qui arrive à T0 qui est de 100. Puis là, il va calculer une variation de température, puis là, il va la transférer en fait dans la barre de métal. Puis, après, on peut se dire, on peut changer en fait ces choses-là. Est-ce qu'à la fin de la barre, elle est à température constante? Est-ce que la fin de la barre, elle est est-ce qu'il y a un autre flux de chaleur qui arrive? Non, ok, bon, on la laisse évoluer. Est-ce qu'il y a de la chaleur latérale? Est-ce qu'on ajoute des dimensions? Puis quand on ajoute des dimensions, ben, en fait, c'est là qu'on va falloir repenser à nos conditions initiales. Est-ce qu'on a d'autres intrants de chaleur qui arrivent au début de la barre? Est-ce que c'est que de la conduction? Ou on peut avoir une chaleur advective, convective par exemple, avec de l'air, des choses comme ça. Donc on peut partir d'un modèle très très simple de barre de métal, puis le complexifier si on veut modéliser d'autres choses ou le plus près de la réalité possible. Donc la solution finale, qu'est-ce qu'on a en fait? C'est qu'on obtient un champ de température en fonction des X et de T. Donc ici, j'ai un profil de température sur ma barre de métal à T0. Puis là, ce qu'on va se rajouter dans Python, c'est qu'à chaque fois, en fait, on va rajouter un autre profil de température X. Puis là, on va avoir de dimension X ici, qui est de T0 à T6, donc 60 cm. Puis exemple, on l'a fait pendant 60 secondes. On va avoir 60 autres profils, donc un array en fait de 6 par 60 avec notre dimension temporelle et notre dimension
dimension spatiale de 6 puis une dimension temporelle de 60. Ça serait notre domaine spatio-temporel. On va se ramasser avec un array, en fait, avec un champ de température. Donc là, ce qu'on vous demande pour le TP4, en fait, c'est de transposer cet exemple-là à un régime thermique du sol. Puis, comment faire ça, en fait, vous pouvez aller voir le notebook dans Python. Je vous montre, en fait, comment faire la modélisation de barre de métal. Ensuite, comment l'adapter à un régime thermique du sol. Donc, on va voir qu'au lieu de chauffer notre température constante à 100 degrés, on peut assumer que c'est la même température de l'air pour quelque chose d'assez simple. Puis ce qu'on peut rajouter aussi, c'est de dire, ok, ben non, ma température surface, ce n'est pas exactement la température de l'air. C'est un bilan d'énergie de surface que je peux calculer avec ma station météo. Donc on va voir en fait que c'est la radiation du soleil, l'infrarouge atmosphérique, la température de l'air, les flux convectifs avec le vent. Donc plus il vente, plus on va transmettre la chaleur. Si notre température surface et notre température de l'air sont différentes. Donc notre modèle d'énergie de bilan de surface va modéliser tout ça pour avoir une température de surface plus précise. Puis qu'on va venir en fait paramétrer en fonction de c'est quoi notre type de surface. Est-ce que c'est du sol? Est-ce que c'est de la neige? Est-ce que la neige et le sol vont pas réfléchir et capter en fait l'infrarouge puis la radiation du soleil de la même façon. Donc on va avoir cette chose-là aussi. Si on a une couche de neige, on n'aura pas le même transfert thermique dans le sol que si on n'avait pas de neige. Donc il y a ça aussi à penser. Puis à la fin aussi, là, je vous parle en fait, est-ce qu'on a un flux géothermique? Est-ce qu'on a de la chaleur qui arrive du sol en fait? La réponse c'est oui. Donc ce qu'on voudrait faire en fait, c'est qu'à T6, on pourrait setter T6 à une température constante. Puis donc là, il va y avoir de la chaleur ou du froid qui va arriver par la surface, puis il va y avoir une chaleur constante qui va arriver de notre sol, qui est notre flux géothermique. Donc on voit qu'on peut tuner en fait assez facilement notre modèle simple de barre de métal à un exemple réel que je vous montre dans le Python Notebook. Donc voici.